Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un épisode pour parler d'ergothérapie en neurologie. Et pour ce faire, on a la chance d'accueillir Andréane Fan et Laurence Grégoire-Pelchat. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants, mais juste avant, on va se présenter, nous, en tant qu'animatrices. Donc, moi, c'est Marie. Et moi, c'est Camille. Donc, je vous donne la parole pour nous parler un peu de votre parcours et votre pratique. OK, je vais briser la glace. Mon nom, c'est Andréane. Je suis ergothérapeute depuis... j'ai gradué en 2018. J'ai commencé en 2019 parce qu'on sait qu'à l'UDM, on gradue au mois de décembre. Après ça, quand j'ai gradué, j'ai commencé à travailler en clinique privée là, dans le domaine de la douleur chronique. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le domaine des cliniques privées, il y a la première ligne qui c'est plus des cas simples, CSST, SAC, là, pour des cas de, mettons, plus à court terme. Moi, je me spécialisais plus pour les cas de deuxième ligne, donc des cas que la douleur persistait plus à plus long terme, qu'il y avait plus de problématiques complexes. J'ai fait ça, je vous dirais, 2 ans et demi. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à Villa Medica à partir de 2021. Puis entre-temps, c'est ça, j'ai commencé en RFI, donc en réadaptation fonctionnelle intensive là, avec la clientèle hospitalisée. Puis après ça, j'ai fait la clinique externe. Puis là, présentement, je me spécialise en conduite automobile. Moi, c'est Laurence. J'ai gradué en 2019 de l'Université de Montréal. Et en 2020, j'ai commencé à travailler en tant qu'ergothérapeute. En 2019, vers la fin de ma maîtrise, j'ai commencé à faire, dans le fond, spécialiste en activité clinique qui est aide ergo à Villa Medica. Puis, dès que j'ai eu dans le fond, le numéro de l'ordre, j'ai commencé à travailler en ergo, en RFI, à l'interne, en neurologie. Avec la pandémie, bien sûr, il y a eu un peu le retour du par discipline plus que par programme parce que les patients étaient en isolement. Donc, on a travaillé avec toutes les clientèles. Donc, amputé du membre inférieur, santé physique, neuro. Donc, j'ai eu la chance de voir un peu tout puis voir qu'est-ce que je préférais. Ensuite, j'ai été en clinique externe pendant quelques années. Je suis finalement revenue à l'interne où je fais aussi responsable de trajectoire, qui est de la coordination clinique. Donc, on aide les équipes à prendre les bonnes décisions, à guider sur, dans le fond, le séjour. Et là, présentement, je suis coordonnatrice à l'agrément et à l'amélioration de la qualité. Voilà, un gros titre. Elle s'est promenée beaucoup, la Villa Medica. Oui. J'aime essayer beaucoup de choses, fait que j'ai touché à vraiment beaucoup. Oui, c'est ça que je constate que toutes les deux, vous avez fait, oui, de la neurologie, mais aussi beaucoup d'autres choses. Puis pour mettre la table, pour parler de neuro, c'est un grand terme, puis même moi, je suis pas trop sûre qu'est-ce qu'on englobe avec tout ça. C'est quoi les diagnostics avec lesquels un ergothérapeute peut travailler, les diagnostics neuro? Je pense qu'on va parler quand même de Villa Medica, parce que la neurologie, comme tu as dit, c'est vraiment très large. Et là, le gouvernement, il y a une manière de répartir les cas pour que les équipes soient le plus spécialisées possible. Donc, nous, à Villa Medica, comme on a discuté avant le podcast, on ne reçoit pas de gens qui ont des traumatismes crâniens. Donc, on se concentre plus sur AVC, sclérose en plaques, Guillain-Barré. Puis, tu sais, il y a des neuro autres comme, par exemple, c'est ça, des méningiomes, là, des résections de tumeurs au cerveau, par exemple. Des fois, il y a des encéphalopathies aussi, là, des gens qui... disons, ils ont des inflammations au cerveau, puis qu'après ça, il y a des conséquences fonctionnelles là-dessus. Mais je dirais que nous, à l'interne, la très grande majorité de nos patients, c'est AVC. Ouais. Plus de 80 Donc, nous, on spécialise vraiment AVC. Fait que pour commencer un peu, on aimerait ça savoir un peu, c'est quoi un client qui a été marquant, qui illustre bien un peu l'impact de l'ergothérapie que ça peut avoir dans la vie d'un client neuro? Je vais commencer. Là. J'avoue que je vais peut-être prendre un patient. C'est peut-être une combinaison de patients, en fait, là, parce que je vous dirais, là, des fois,
la neuro, ça touche tellement de choses, là. En gros, un cas classique en neurologie, là, je vous dirais, là, c'est le patient qui arrive de l'hôpital qui, disons, a un problème de langage, là, donc qu'on appelle une aphasie. Puis également, un patient classique là, que je suis comme, ouf, ça m'a créé quand même, là, en tant que nouvelle ergo, là, du fil à retordre, c'est les gens qui ont l'apraxie, donc des difficultés à exécuter des séquences pour faire une tâche. Fait que je vous donne un exemple. Là, tu leur donnes un peigne, ils ne savent pas quoi faire avec. OK? Donc, en ergothérapie, c'est comme s'il fallait tout leur réapprendre. Puis en plus, il faut parler comme presque un autre langage parce qu'avec les problèmes de communication, là, il faut vraiment simplifier. On ne peut pas parler comme vous puis moi présentement. Il faut utiliser des méthodes compensatoires. Puis... sinon, trouver des façons de faire comme écrire, comme, disons, trouver des mots-clés, etc. Là. Donc, je vous dirais, là, ce patient-là, c'est pas un cas marquant, mais je vous dirais que c'est comme une bonne partie de notre clientèle là, que, on travaille fort parce qu'il faut tout réapprendre, donc toutes les séquences. Donc là, on commence souvent avec la base, là, comme, OK, s'habiller, se laver. Donc là, souvent... c'est juste les mettre devant un lavabo, là, avec une débarbouillette, là, ils sont comment? Par où commencer, etc. Là. Fait que, c'est vraiment les accompagner étape par étape. OK, là, on va se laver. Prenez la débarbouillette, mettez du savon, ouvrez l'eau, etc. Là. Donc, on fait vraiment... c'est vraiment un travail d'ergothérapeute, finalement. Quand les professeurs parlent de bottom-up versus top-down, là, ça, c'est du top-down, finalement, là, c'est vraiment faire chaque activité. Puis cette activité-là va, en contrepartie, stimuler le bras de la personne, par exemple. Souvent, ce profil de client-là va aussi avoir des problèmes moteurs ou des problèmes à, mettons, percevoir, mettons, prendre conscience de leur bras atteint là, ou leur côté atteint. Donc, on fait plein de choses à travers juste la simple tâche de se laver, là, finalement. Puis, ce qui est le fun, là, également, on commence par s'habiller, se laver, mais après ça, on va dans les tâches plus complexes, comme moi, j'aime vraiment ça, cuisiner avec mes patients. Là. Fait que, souvent, on va faire OK, on va faire une préparation de repas quand ils sont déjà plus à l'aise. Là. Donc, ça, c'est... on leur dit OK, est-ce qu'il y a une recette que vous avez le goût de faire et tout? Puis, on les emmène à... C'est ça, là, dans le fond, emmener les ingrédients, comment ils gèrent leur marchette avec ça, comment ils gèrent la cuisson. Fait que, ouais, c'est vraiment le fun. Je pense que j'aimerais sauter un peu sur l'occasion parce qu'en parlant, ça m'a vraiment fait penser à un cas. Parce qu'on discutait en venant ici, est-ce qu'on avait un cas? Puis les deux, on était comme, je sais pas. Parce qu'on disait, souvent, on se rappelle des cas qui ont été très mal. C'est souvent ceux qui sortaient, puis je m'étais dit, je veux pas arriver ici et faire peur à des gens. Mais tu as commencé à décrire le type de clientèle. Ça m'a fait penser à un de mes premiers cas. Que j'ai eu la chance de suivre de l'interne jusqu'à l'externe, parce que ma transition est arrivée en même temps que sa transition. Et c'est une patiente qui avait justement de l'apraxie sévère. Donc, la première fois que je l'ai vue au lavabo, c'est une dame qui prenait sa brosse à dents et qui ne savait pas que c'était une brosse à dents, que je vais faire vraiment du guidage physique, c'est-à-dire prendre son bras et répéter les mêmes patrons pour aller vraiment dans la mémoire procédurale pour réapprendre au complet chaque tâche. Semaine 1, c'était, OK, on se brosse les dents. Je viens le matin, dans la routine, dans le contexte, on entraîne, on arrive à notre objectif. OK, deuxième objectif. Puis on a construit comme ça. Puis à la fin, quand elle a eu le congé, elle était capable de se laver, s'habiller. Mais la première journée, elle prenait sa brosse à dents puis elle le mettait sur sa tête. Ou elle me regardait, puis elle était comme, je sais pas. Je l'ai déjà vu aussi, elle se frottait fort les gencives avec le côté, tu sais, pas de brosse. Fait que, c'était, je me mettais en arrière, puis on le fait. Je laisse, on recommence l'apprentissage sans erreur. Puis avec l'apraxie, qu'est-ce qui est fantastique, c'est que ça fonctionne bien. Quand on fait de l'apprentissage, c'est comme vraiment valorisant. Parce que ça progresse, puis les gens retrouvent leur autonomie. Et ensuite, à la maison, on est allé dans d'autres objectifs qui étaient totalement différents. J'allais chez elle.
en clinique externe, on peut soit recevoir les patients à notre clinique ou aller directement chez eux. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a un territoire, donc on pouvait se déplacer en vélo l'été, en bus. Ça fait des vraiment belles pauses entre les patients. Puis on pratiquait prendre l'autobus, aller chercher ses médicaments, retrouver son autonomie parce qu'elle était chez elle, elle était capable de se laver, s'habiller, mais elle était triste parce que avant, elle habitait seule, maintenant elle était chez son fils, elle ne pouvait plus cuisiner. Tu sais, il manquait quelque chose à sa vie. Fait que là, on avait délimité. Cuisiner, c'était pas possible avec ces difficultés, malheureusement. Mais on pensait qu'on était capable de programmer, dans le fond, la marche jusqu'à son épicerie parce qu'il n'y avait pas de traverse de rue. Avec toujours pratiquer ça pour qu'elle ne se perde pas, aller chercher ses médicaments, pouvoir payer, puis revenir. Bien sûr, aphasie. Ça ajoutait des défis assez intéressants. Héminégligence, donc elle ne pensait jamais à son bras, donc elle avait ses médicaments dans sa main gauche, bien sûr. Et là, on marche et ça tombe par terre. T'sais, il y avait beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire pour mitiger les risques. Mais au final, elle a réussi à être plus autonome. Et à l'hôpital, c'est sûr qu'on doit travailler sur la sécurité. La personne doit être capable de se laver, s'habiller, pas mettre le feu à la maison. À l'externe, on peut travailler sur reprendre sa vie aussi. C'est ça qui est intéressant. Puis ensuite, on peut les référer à d'autres services, d'autres centres communautaires. Se remettre d'un AVC, c'est très, très long. Mais c'est le fun de pouvoir voir une personne sur une plus longue période puis voir jusqu'à où on peut amener ces personnes-là. Puis voilà, quand tu parlais du cas typique, oui, mais il y a ça un autre m'a cas vraiment... typique qui me vient en tête, là, puis tu sais, c'est le cas de membre sup pur, là, que, tu sais, pas de trouble cognitif ou quoi que ce soit, là, parce que, tu sais, je pense que il y a beaucoup d'étudiants en ergo qui aiment beaucoup la thérapie de la main. En tout cas, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là. Mais, tu sais, des fois, ça arrive, là, qu'il y a des AVC, que c'est vraiment purement moteur, OK? Puis, à ce moment-là, ben de faire, en tant qu'ergo, là, on n'est plus dans le le top-down, on est plus dans le bottom-up. Donc là, il a besoin de sa main pour d'améliorer les préalables de sa main pour faire ses activités de la vie quotidienne. Donc là, on va vraiment travailler plus avec des exercices. Là. Donc, OK, bien là, on va prendre un cube, on va l'empiler, on va faire des exercices de dextérité, on va faire des plans glissés pour stimuler le bras, là, si ça ne bouge pas beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça qui est marquant quand même. Quand ça évolue bien, tu sais, j'en ai vu des patients là, pleurer, faire « Oh mon Dieu, Andréane, là, mon bras bouge, puis tout. » Puis c'est vraiment des beaux moments là, qu'on partage avec nos patients. Là. Puis, tu sais, après ça, naturellement, là, comme tu dis, l'interne, on les voit pas souvent, mais pas longtemps. Parce que, bon, ben, le but, c'est de stabiliser la situation. Fait qu'une fois qu'ils marchent, souvent, on les voit plus vraiment, là. Ils s'en vont chez eux parce qu'ils sont sécuritaires puis sont prêts à retourner à domicile. Mais après ça, en clinique externe, on les poursuit, là, puis on a souvent des objectifs. OK, ben là, on va faire plus, disons, des choses concrètes, là, comme, OK, ben là, avec votre main, on va, mettons, je sais pas moi, couper des légumes, stabiliser pour couper quelque chose en cuisine et tout, là, parce qu'on est plus dans le peaufinement, là. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun, ces dossiers-là. Ou transporter des charges, des fois, là, on dit, OK, ton travail dans le futur, c'est concierge et tout. T'sais, on n'ira pas au travail faire leur plan de retour au travail ou quoi que ce soit, là, mais c'est juste de dire, OK, bien, éventuellement, si vous retournez travailler, bien, il faut penser à faire des exercices qu'on intègre votre main faible. Donc, on va essayer de transporter des boîtes, là. Fait que, mettons, votre panier à linge, là, j'aimerais ça que vous mettez des petites choses dedans, puis vous l'emmenez d'un point A à un point B. Donc, ça, c'est des préalables, mais qui vont servir là, plus tard dans plein d'autres activités. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est en neuro, c'est la trajectoire des soins est vraiment très bien établie là, au Québec. Je pense que c'est comme une des meilleures. C'est pas moi qui l'ai fait qu'on peut s'en vanter. Donc, nous, on se situe soit dans la première ou la deuxième ligne. Bien, pas la première. La première, c'est l'hôpital aigu. Ensuite, ils viennent à nous, en deuxième ligne, à l'hôpital. Et notre service de réadapte externe, c'est aussi la deuxième ligne. Tout ce qui est retour à la vie communautaire, retour au travail, c'est fait par Lucie Bruno. C'est pour ça qu'Andréane disait, nous, on ne va pas aller au travail, mais à Lucie Bruno, si on travaille dans le programme de retour au travail, eux, ils vont le faire. Donc, il y a des gens, il y a des ergothérapeutes qui font le retour au travail. Les seuls cas de retour au travail qu'on va faire, c'est des AVC très légers qui n'ont pas été hospitalisés, qui vont venir nous voir. Puis on fait comme du peaufinement. Puis c'est juste
ta récupération est spontanée avec nos exercices, tout revient à la normale, il retourne au travail. Mais pour des cas plus difficiles, ben, ça va être Lucie Bruno qui va s'en charger. Fait que Lucie Bruno, qui est un autre centre de réadaptation, en fait, à Montréal. Exactement. Fait qu'on travaille toujours en partenariat avec des organismes communautaires ou des centres de troisième ligne. T'sais, le patient va vraiment passer d'une étape à l'autre en fonction de sa récupération. Je pense qu'il y a Constance Ledbridge aussi. Là, plus c'est vrai. C'est que moi, j'ai travaillé dans l'Est et le Nord de l'île. C'est ça. Constance est plus dans l'Ouest. On représente différents secteurs. Mais je trouve ça intéressant que vous parliez de différents types d'objectifs à différents moments dans le continuum, dans les soins qui sont, que les patients peuvent avoir, parce que une réflexion que j'ai eue, puis des choses qui ont été discutées là, avec d'autres étudiants, c'est comment est-ce que les contraintes, notamment sur le système de santé, font en sorte que que l'ergothérapeute doit de plus en plus se focusser seulement sur la sécurité, puis mettre de côté, par manque de temps, par exemple, d'autres objectifs, entre guillemets, secondaires, ou d'autres objectifs qui sont plutôt en lien avec les loisirs ou le retour au travail. Puis vous avez déjà un peu abordé ça, puis je me demande si vous en avez peut-être plus à dire sur comment, sur justement le type d'objectif qui va être recherché, puis comment est-ce que l'ergothérapeute peut aller outre seulement la sécurité et adresser des désirs plus personnels des patients individuels. Oui. Il faut toujours se remettre dans le contexte de qu'est-ce que la personne vit. Quand on vient d'être hospitalisé, on vient de vivre un gros choc, on perd nos capacités, on n'est pas capable de se projeter. T'sais, quand on est à l'hôpital, on est en mode crise. Le désir que nos patients nous disent toujours, c'est « je veux retourner à la maison ». Sauf exception, il y en a qui veulent aussi être hébergés parce qu'ils ont peur de retourner seuls. Mais le désir est toujours, si tu n'es pas capable d'aller à la salle de bain, tu vas me dire « je veux être capable d'aller à la salle de bain, je veux être capable de me laver ». C'est pas le fun de se faire laver par quelqu'un d'autre. Fait que quand on est dans ce moment-là, les objectifs vont toujours revenir, mais ça a du sens pour la personne. Parce que quand tu n'as pas ton autonomie de base, c'est comme la pyramide de Maslow, tu n'es pas capable de te nourrir, tu n'es pas capable de te laver, tu n'es pas capable de te déplacer, c'est juste ça que tu veux. C'est pour ça que les objectifs évoluent en fonction de l'évolution du patient. Le patient reste au centre, mais c'est normal qu'à l'hôpital, la personne ne dise pas « je veux retourner au travail ». Ça arrive, là. Puis là, il faut un peu recentrer parce que oui, c'est l'objectif final. T'sais, on vise toujours un retour à une vie le plus normale possible, mais il faut y aller une étape à la fois. Si tu es pogné dans ton lit, tu n'es pas capable de faire le transfert, tu me dis « je veux retourner à la maison ». OK, bien, on va décortiquer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre. Moi, dans ma pratique, je me sens pas déconnectée des besoins du patient, de ses objectifs. C'est juste parfois qu'il faut le remettre en étape. Puis ça sort la conduite auto. Il est alité, intubé, puis je veux conduire. Oui, je suis d'accord, mais une étape à la fois. Puis je suis d'accord parce que souvent, là, au congé, là, on va leur donner plein d'informations. OK, bien là, tu sais, la conduite, bien là, la sexualité, encore, tu sais, là, les organismes, etc. On va leur donner plein de pamphlets, plein d'informations et tout. Puis 80% du temps, quand ils vont se rendre en externe, ils vont se souvenir de presque rien de ce qui a été abordé au congé. Donc, tu sais, je pense qu'ils ont tellement de choses à réfléchir là, quand ils sont à l'interne, puis quand ils doivent organiser là, le retour à la maison, que, tu sais, même si on parlerait des loisirs, là, il n'est pas là, psychologiquement. Je dirais que l'avantage en externe, c'est la personne est vraiment pour la première fois confrontée à ses difficultés. À l'interne, il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge sans que les gens s'en rendent compte. T'sais, les repas sont amenés à la chambre, le lit est fait. Ils ont toujours de l'aide aux besoins. Puis avec les déficits cognitifs, ça fait en sorte que parfois, c'est difficile de se rendre compte de ces difficultés à ces moments-là. Tandis qu'ils retournent à la maison, ils sont vraiment confrontés à ce qui ne va pas. Donc, les objectifs et l'implication de l'usager est comme tellement meilleure, je trouve, à l'externe. Parce qu'il arrive et il dit « Hey, j'ai essayé de faire mon épicerie, ça n'a pas marché. » Il est tellement impliqué dans son plan d'intervention. Moi, j'ai un penchant pour l'externe. Ça se veut que ça paraisse, là, mais c'est vraiment... Ouais. Bien, ça me fait penser, vous avez parlé beaucoup comme des différentes difficultés qu'on peut rencontrer avec cette clientèle-là, mais ça serait quoi, par exemple, d'autres difficultés, peut-être plus en lien avec l'environnement, par exemple, il y a les deuils aussi qui accompagnent les personnes qui sont à l'hôpital.
il y a aussi, tu sais, je pense, l'environnement social. Donc, comment qu'on gère un peu avec ça en même temps? Ben, c'est souvent, il faut gérer le prochain aidant. Là, souvent, ils sont en mode, tu sais, sont en deuil autant que l'usager, mais là, en plus, ben, il faut qu'il donne son épaule pour supporter l'usager. Fait que, tu sais, je vous dirais que, tu sais, souvent, tu sais, les prochains aidants, ils vont être en épuisement, ils vont, tu sais, être en réaction à ça. Fait que, tu sais, je vous dirais, je sais pas si je tomberais dans les histoires crunchy. Non, je peux pas. Il y a toutes sortes d'histoires là, de proches aidants. Là, comme, il y a, autant qu'il y a de profils de patients, il y a des profils de proches aidants. Il y en a qui sont des soins qui vont aider là, vraiment de tout cœur. Souvent, c'est le conjointe, là. Puis, ben, tu sais... ils vont tout faire pour eux. Peut-être qu'ils vont l'étouffer, là, quasiment, qu'ils l'aident trop. Là. Puis on est comme, non, il faut qu'il soit autonome, tu sais, laissez-le faire. Fait que, tu sais, il y a ce profil-là. Il y a le profil, tu sais, qui n'a pas accepté la condition de son conjoint puis qui va, tu sais, être quasiment rejetant et tout. Tu sais, je sais pas, tu as d'autres exemples, là? Je pense qu'il y a aussi la compréhension. Moi, qu'est-ce qui ressort souvent, c'est « Ah, mais il est rendu paresseux. » Donc, tu sais, quand on a un trouble apathique, donc on a une perte au niveau des émotions, c'est rendu comme plus une ligne droite que des courbes normales. Puis l'initiative aussi. L'initiative, tu sais, toutes des choses qui peuvent arriver après l'AVC. C'est difficile pour la famille de vivre ça, parce que la personne, peut-être qu'elle avait plusieurs emplois avant pour arriver à la fin du mois, toujours en train de bouger, puis là, toujours assis sur le divan. Les gens, ils ne comprennent pas parce que c'est pas comme si sa jambe est cassée ou quelque chose qu'on s'attend. Donc, beaucoup d'éducation à faire parce que ça peut blesser la personne. Même si les émotions sont plus sur une ligne droite, ça veut pas dire que la personne n'a pas de la peine quand toute sa famille dit « Ah, t'es paresseux, pourquoi tu bouges pas? » C'est pas une question de volonté. Beaucoup d'enseignements à faire. Ou encore le manque de compréhension. Là. Ah, c'est parce que si on veut, on peut. OK? Donc, tu sais, là, mon mari, il va être capable de marcher, là, je suis sûre, dans 2 mois. OK? Alors que la personne est longtemps après l'AVC, tu n'es toujours pas ambulante, avec beaucoup de troubles cognitifs. Là. Donc ça, on doit beaucoup travailler auprès de ces familles-là qui ont des hautes attentes envers la thérapie, alors que le pronostic, il s'annonce vraiment défavorable. Là. Donc, ça, c'est un autre exemple. Je pense une des difficultés aussi, c'est quand on parle de pronostic, de diagnostic, c'est qu'on a une équipe à l'externe qui est composée de professionnels. On n'est pas souvent accompagné de neurologues. Les neurologues sont dans d'autres hôpitaux. Donc, quand on fait des annonces un peu de qu'est-ce qu'on pense que ça va donner, on n'a pas un médecin qui nous accompagne. À l'interne, on a le médecin avec nous. Donc, on peut s'asseoir tout le monde ensemble, en parler, l'annoncer. À l'externe, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on va communiquer par lettre avec le neurologue, mais ça n'a jamais autant de poids que si le médecin est à la table quand on annonce des choses comme ça. Et l'accompagnement dans le deuil, je pense que les gens ils ont besoin de savoir qu'il va y avoir des déficits qui vont rester. Pas pour pouvoir s'adapter, là, pas pour les décourager, mais il faut bien comprendre sa condition pour ensuite avoir les adaptations nécessaires. Est-ce que ça arrive notamment parfois que certains patients n'ont pas ou peu conscience de leurs difficultés puis que ce soit un des objectifs à adresser, en fait? Oui, vraiment. Là, ça s'appelle l'agnose-aussi. Souvent, les AVC droits. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'agnose-aussi qui est une difficulté cognitive, on ne reconnaît pas. Donc, j'ai déjà eu des patients, on est devant la toilette, il est dans une base roulante et il me dit « Mais oui, je suis capable. » Là, tu lui dis « D'accord, montrez-moi. » Mais il est comme « Pas maintenant, mais je suis capable. » Puis il va dire « Ah oui, mon bras bouge et son bras est flasque complètement. » Donc ça, c'est vraiment cognitif. Mais il y a aussi du déni. Et ça, c'est important de le respecter aussi puis d'aller au rythme de la personne. Parce que accepter qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas en lui forçant dans le fond de la gorge. Il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'aller en psy, il a besoin de temps. Et il faut aussi y aller avec douceur. Le but, c'est pas d'accepter maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je pense pas que je serais capable d'accepter maintenant si je fais un AVC puis je suis plus capable de marcher et je peux plus travailler. Ça prend du temps, c'est un processus. Il faut faire attention aussi. C'est avec la l'agnose qu'il faut confronter. Avec le déni protège la personne. Parce
parce qu'elle n'est pas prête à l'entendre. Je vous amène un petit peu ailleurs. J'aimerais savoir à quoi ça ressemble concrètement votre quotidien d'ergothérapeute au centre de réadaptation, à l'hôpital de réadaptation. Est-ce qu'il y a une différence entre un hôpital de réadaptation et un centre de réadaptation? Absolument. Est-ce que L'hôpital, on dort. Le centre, on visite. Mais à l'interne? À l'interne, ça va être un hôpital. Donc, Donc les un patients, hôpital, ils ils sont habitent. hospitalisés. Ouais. Donc, ils ont un lit, ils vont rester là. Un centre, ça va être un endroit où tu as un rendez-vous et que tu reviens. Donc, il n'y a OK. pas de lit. Villa Medica est un hôpital de réadaptation parce qu'il y a des lits, il y a de l'interne, même s'il y a aussi de l'externe puis des visites. Le Exact. centre de réadaptation Lucie Bruno a uniquement des locaux et reçoivent des gens dans des rendez-vous. Puis c'est pour ça que tantôt, on disait, là, ben, le but de l'interne, c'est que les patients retournent à domicile parce qu'ils habitent à l'hôpital dans le temps de leur convalescence. C'est reçu la clinique externe, ben, on travaille d'autres objectifs parce qu'ils sont déjà dans la communauté, sont déjà à domicile. Donc, c'est ça un peu la différence. Ben, je pourrais décrire, mettons, l'interne, tu décris l'externe, vu que c'est ton dada, là. Oui. Ben, en gros, à l'interne, comment ça va une journée normale? Tu sais, on suit un peu l'horaire du patient, finalement, OK? Parce que, comme on disait tantôt, on va évaluer l'hygiène, l'habillage des patients. Donc, on ne fera pas ça à 2 heures de l'après-midi. C'est pas logique, là. On va le faire quand c'est le moment de la journée qui s'approprier, là. Donc, normalement, c'est ça. On commence la journée, ben on arrive à, je sais pas, moi, 8h30. Ça varie, il ne faut Ça pas se varie. laisser. Moi, j'ai des collègues qui commencent à 9h. Puis moi, j'aime ça commencer à 7h30. Fait il y a vraiment de la latitude dans les horaires. Ça, c'est vraiment quelque chose que on peut, les soins vont nous envier. On n'est pas fixe. Il faut être là pendant la journée pour que les soins puissent nous poser des questions, être disponibles, tout ça. Mais c'est pas un horaire, il n'y a pas quelqu'un qui te regarde puis qui s'assure que tu es là de telle heure à telle heure. Les soins infirmiers? Oui. Puis c'est ça, dans le fond, quand je dis qu'on fait l'hygiène habillage, on ne fait pas tous les patients tout le temps. Là. Les soins infirmiers, les préposés vont s'occuper de tout ça la plupart du temps, mais nous, on va être là plus en entraînement ou en évaluation. Donc, de voir, OK, bien, où est-ce qu'il se situe pour, mettons, il vient d'arriver à l'hôpital, OK, bien, comment il se débrouille et tout, pour qu'on puisse donner des recommandations là, pour l'étage, là, donc les soins infirmiers, les préposés. Sinon, bien, en entraînement, c'est comme on parlait tantôt, des patients qui sont apraxiques, qui ont de la misère avec les séquences, bien là, nous, on va faire du main sur main, on va faire de la guidance verbale, etc. Là. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de traitements qu'on peut faire. On peut pratiquer à mettre une orthèse tibiale pour un patient que c'est nouveau pour lui puis qu'il y a de la difficulté. Disons, là, fait que je vous dirais, bon, le matin, normalement, c'est l'hygiène habillage, là, pour faire ça simple et tout. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des patients qu'on va voir plus en gymnase, là, donc en logothérapie. Dans le fond, on a des salles avec des matériaux pour faire de la thérapie de la main, tu sais, pour faire des simulations d'accrocher du linge ou encore, tu sais, des jeux, des bricolages, etc., là, pour faire toutes sortes de choses selon les objectifs du patient, là. Fait que je vous dirais, là, dans les entre-deux dans la journée, on fait des thérapies plus au gymnase. Et sinon, bien, souvent, dans l'heure de... Entre 11h, mettons, 11h midi, des fois 10h, on va faire de la préparation de repas. Là, comme ça, bien, à midi, ils ont leur petit lunch à emporter. Ou encore à 10h, bien, ils ont leur petit déjeuner, leur brunch qu'ils vont pouvoir manger. Donc, c'est ça. On a une cuisine vraiment là, dans les départements d'ergo. Là, ça sent tout le temps les œufs puis le café. Là. Vraiment les œufs. Sérieux. On préfère quand ils font des desserts, mais c'est souvent des œufs. Puis, dans le fond, on a environ 6 patients par jour, habituellement. On les voit entre 1 heure à 45 minutes. Il y a des journées qu'on peut en voir un peu moins. Mais une journée typique, on va quand même enfiler les patients. Puis comme Andréane disait, moi, en général, c'est 1 à 2 hygiènes le matin. Pas plus, là, parce que sinon... Les habiller à 11h, c'est un peu tard. Exact. Puis il faut qu'ils soient prêts pour leurs autres thérapies. Parce que les patients, ils vont avoir habituellement, ils ont toujours ergo-physio. Et ensuite, on peut rajouter orthophonie, on peut rajouter musico, soins spirituels, psychologie, neuropsychologie. Parfois, ils ont des journées tellement chargées. Donc, il faut aussi se coller, comme tu disais, à leur horaire parce qu'il faut qu'ils soient prêts pour leur thérapie. On va les habiller, les laver. Et ils n'acceptent jamais d'être lavés 2 fois. Mm-hmm. Même si tu les supplies, ça ne marche pas.
s'en foutent. Oui, mais c'est fatigant pour eux aussi. Oui, là. puis c'est beaucoup pas le fun d'énergie, parce que là. c'est une toilette d'hôpital partagée, puis ils sont comme non. Et on respecte, là. Fait que parfois, il faut arriver un peu tôt. Mais outre les thérapies, tu sais, il y a aussi beaucoup de réunions interdisciplinaires à l'interne. Là. Donc, tu as des discussions de cas entre équipes, là, sans le patient nécessairement, pour voir, OK, bien, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui reste à faire? Quand est-ce qu'on prévoit le congé? Y a-t-il des problèmes médicaux qu'on doit gérer là, à court terme et tout? Fait que ça, on en a quand même régulièrement. Puis sinon, ben, il y a les réunions de famille, là. Donc, des réunions avec le patient où est-ce qu'on fait un peu ses objectifs de réadaptation ou la mise en... Mettons qu'on a déjà eu une réunion pour... mettons, hein? Cibler. Cibler, ça, j'allais dire c'était. Non, c'est un nom, pour cibler les objectifs. Mettons qu'on a déjà eu une réunion pour cibler les objectifs. Ben, des fois, on a une réunion de suivi aussi. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Puis, est-ce on y est arrivé? Oui, non. Puis, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, ça se fait avec le patient puis sa famille pour vraiment comme l'informer de... tu sais, l'impliquer dans sa réadaptation, finalement, là, puis, tu sais, qu'il sache où est-ce qu'il s'en va. Là. C'est très anxiogène, quand même, là, pour notre clientèle de, tu sais, subir un peu sa réadaptation alors que, tu sais, t'as pas l'impression d'avoir du contrôle et tout, là. Donc, tu sais, vraiment, on leur remet, OK, mais c'est quoi vos objectifs dans ces rencontres-là? Puis, où est-ce qu'on en est maintenant, là, dans vos objectifs à vous? Donc, ça, c'est un autre, mettons, des réunions qu'on a aussi là, dans notre parcours. Oui. Puis dans les réunions, comme Andréane disait, le but, c'est vraiment que la personne puisse cibler les objectifs, puis on a un rôle de guide. Et justement, comme on dit, si la personne est dans une base roulante, elle dit « mon objectif, c'est de courir et de conduire », on va le laisser en arrière-plan, mais on va dire « OK, mais c'est quoi les premières étapes pour atteindre ça? » Parce que le but, c'est quand on va se rencontrer dans 3-4 semaines, pas que la personne soit déçue parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. C'est ça aussi, on cherche à mettre des objectifs qui sont atteignables. Parfois, on sait qu'ils ne sont pas atteignables, mais la personne a besoin de cheminer. On va en mettre un qu'on sait que la personne tient, mais ce n'est pas réaliste. On va comme doser. On va s'assurer qu'il y en a qui vont atteindre. Mais ça prend environ 1 heure de la journée. C'est des grosses réunions. À tous les jours, il peut y en avoir des réunions. Oui. Dans le caseload, à l'interne, on va avoir 6 patients habituellement. Comme j'ai dit, 1 heure par jour. Donc, si on a cette réunion-là, ben, on ne va pas le voir une deuxième fois. Et les rencontres interdisciplinaires, c'est comme aux 2 semaines. Fait que ça revient assez fréquemment. Il y a quand même beaucoup de rencontres. Oui, parce que des fois, ben, on finit un patient. Tu sais, ça dépend vraiment là, de où est-ce qu'on en est dans chacun de nos dossiers. Parce que des fois, tous les patients en même temps, c'est leur semaine que c'est la réunion inter. Puis des fois, ben, tu sais, disons, là, tout le monde a un congé bientôt. Puis là, il faut faire la réunion avec le patient et sa famille. Donc, ça varie vraiment là, de notre caseload finalement. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis si je peux me permettre la rédaction dans tout ça. Ah, ben ça, c'est dans les temps libres. Je pense qu'à l'interne, puisqu'on les voit à chaque jour, puis que c'est des thérapies qui sont parfois un peu plus répétitives, parce qu'en AVC, il faut de la répétition. Fait que si tu travailles le bras 10 comme ça, 10 comme ça, peu importe, la personne est quand même autonome dans son programme d'exercice. On va essayer de faire nos notes d'intervention quotidienne à ce moment-là. Ou sinon, on a environ 1 heure de tenue de dossier pour aller chercher les rapports. Mais voilà. Pas beaucoup de temps, beaucoup d'écriture. Lisez entre les lignes, là, mais ouais. Je pense que plus qu'on est habitué à écrire des rapports, plus que c'est faisable. Moi, ma première année, ça rentrait pas vraiment. J'ai posé la question, j'ai eu la réponse. C'est transparent, mais c'est qu'à force d'en écrire, notre réflexion est plus rapide. J'ai mes tournures de phrases. Maintenant, on est informatisé, c'est plus à la main. Il y a beaucoup de choses qui ont changé qui fait que la vie est plus facile, là. Avec notre système informatique, il y a des données qui s'importent. Donc, je n'ai pas besoin de tout recopier, les 30 000 diagnostics de la personne. Donc, c'est vraiment... On a une collecte de données conjointe. Donc, je n'ai pas besoin... Tout le monde ne réécrit pas 5 escaliers. Et qu'il y a beaucoup de gains de temps, mais ça serait mentir de dire qu'on n'a pas beaucoup de rédaction. Surtout en début de carrière, moi, je trouve que la rédaction aide à réfléchir parce que sinon, tout va vite puis on peut tomber dans des patterns sans s'en rendre compte. Mais je sais que c'est pas la partie préférée de personne. Voilà. Puis pour ce qui est de l'externe? En externe, on voit moins de patients par jour, mais on a plus de patients dans son caseload. Parce que vous imaginerez que
si on doit faire un rapport initial pour tout le monde, puis que tu as 30 patients versus 6, c'est pas le même temps de rédaction. Fait que plus de temps de rédaction. En général, on voit 3 à 4 patients par jour, des périodes d'1 heure. Les patients vont venir à nous, souvent. Et Alexandre, on a la chance de pouvoir, comme j'ai dit, aller à domicile, faire des interventions dans la communauté. Et que ça va vous prendre plus de temps parce qu'il faut se déplacer. Une fois qu'on est là, moi, je vais prendre mon temps aussi. Comme ça, on ne retourne pas 10 fois. Je vais faire toutes mes mises en situation si la personne a l'énergie pour le faire. Donc, c'est ça, 3 à 4 patients. Les objectifs sont beaucoup plus variés. Parce que moi, j'avais des patients que j'allais à domicile pour faire l'entraînement d'hygiène, puis j'avais des retours au travail. Je passe de quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai de la difficulté avec la dextérité fine quand je couds, ça s'enfile moins bien, j'ai de la misère à mettre le fil dans l'aiguille », ce qui est comme super le fun. Et j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se laver, puis j'ai quelqu'un qui veut retourner comme électricien. Fait que chaque patient a besoin d'un peu plus de réflexion aussi parce que c'est vraiment différent d'un à l'autre, puis parfois ça fait « Tu n'as jamais vu ça », puis il faut que tu prennes un moment pour rechercher, parler à tes collègues. Puis tu le vois juste une fois par semaine aussi. À l'interne, tu le vois tous les jours et tout, là. Donc, tu sais, tu as le temps de réfléchir puis de réviser ton plan versus on le voit 1-2 fois semaine. Donc, là, au moment qu'il va revenir, il faut que tu trouves déjà c'est quoi ta thérapie. Donc, ça prend quand même de la planification pour que ça soit pertinent parce que là, tu ne veux pas gaspiller, entre guillemets, les thérapies avec ton patient puis qu'il se déplace pour rien, là. Exactement. Moi, dans ma première rencontre en externe, je m'assure de faire une partie de l'éval, mais que mon patient parte toujours avec un exercice. Parce que si je le revois juste on le voit 1 à 2 fois semaine, dépendant de ses capacités à se déplacer, je veux pas qu'il y ait 3-4 jours ou 1 semaine sans exercice, parce que tout ce qui est AVC est chronodépendant. Je veux pas perdre de temps. Donc, dépendant, je rencontre la personne, je demande c'est quoi sa préoccupation, je fais l'évaluation sur ça, puis je fournis des exercices. Mais quand tu commences, c'est un peu stressant, mais c'est mieux pas le meilleur exercice, mais un exercice que pas d'exercice. Pour écouter la deuxième partie de notre discussion, on vous invite à aller voir le prochain épisode de Jason Ergo.